Bonjour tout le monde, bienvenue à un 14e épisode du Franc Jeu Podcast. Cette semaine, je reçois Étienne Harvey, plus connu sous le nom de Lord Caféine. C'est un streamer sur Twitch, mais avant tout, c'est un passionné de jeux de rôle. Il est créateur de jeux de rôle, il joue depuis qu'il est tout petit. Il va venir nous parler un peu de cette bébête-là qui se démocratise peu à peu, mais qui est souvent vue de l'extérieur comme quelque chose de pas d'inatteignable, mais plus spécial. Ça prend beaucoup de choses pour jouer. Pourtant, ça peut être super simple à jouer. Puis j'espère que vous allez prendre le temps de l'écouter parce que c'est un univers de création, de créativité, d'imagination super extraordinaire pour vivre des émotions fortes. Puis de créer des histoires en collaboration avec d'autres personnes. Alors, on va aussi parler de la communauté, on va aussi parler de son arrivée sur Twitch, comment ça s'est passé, etc. Puis plein d'autres beaux sujets qui sont abordés durant cet entretien que j'ai eu avec lui. De plus, je sais que ça fait quelques semaines qu'il n'y a pas d'épisodes qui sont sortis. L'été est arrivé, le déconfinement aussi, j'en ai profité et les invités que je tente d'avoir pour Franc Jeu Podcast en ont profité aussi. Donc, il se pourrait que les podcasts soient plus espacés pour la période estivale, mais je tente d'en sortir le plus possible dans les prochaines semaines. Merci beaucoup de votre soutien et aussi de me proposer des invités. Et nous, on se revoit dans quelques semaines au prochain épisode. Bonne écoute! Parlant de ton podcast, ton ancien podcast, ça s'appelait comment? Ça a commencé quand? Puis, parce que le podcast, il y a jadis, n'était pas aussi populaire. Non, écoute, ça a commencé il y a 5-6 ans. Là, j'essaie d'aller voir un peu live. 5-6 ans, ça nous retourne à 2014, Oui, 2015. je dois avoir sur notre site. Dans le fond, c'est ça. J'ai commencé Les Aventureux, qui est le premier podcast officiel québécois consacré entièrement aux jeux de rôle. En 2015, j'ai décidé de faire un podcast sur les jeux de rôle. Je me suis dit, c'est ma passion et je venais d'entrer dans le monde des jeux de rôle indépendants, des jeux de rôle en dehors un petit peu de ce que les gens connaissent le plus, Donjons Dragons, etc. Fait que j'avais vraiment envie de faire connaître toute cette diversité dans les jeux de rôle, tous ces jeux un peu étranges, idées particulières, etc. Fait que j'ai fait un appel général sur un groupe de jeux de rôle. J'ai fait, hey, j'ai envie de commencer un podcast, mais genre, j'ai pas de personne avec qui le faire. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent participer? Fait que les cofondateurs du podcast, ça a été Philippe Gamache, qui est quand même connu un petit peu dans le milieu qui est beaucoup connu, à vrai dire, dans le milieu du jeu de rôle. Il a fait la page à Melkor, qui est une vieille page sur laquelle j'allais moi-même quand j'étais jeune, qui rassemblait tous les clubs de jeux de rôle, toutes les grandeurs nature, tous les éditeurs de jeux de rôle québécois. Fait que c'était vraiment une page consacrée à ça. Et Marc Vallière, qui était quelqu'un qui avait presque jamais fait de jeu de rôle, mais qui aimait ça. Fait qu'il a un peu eu la position automatiquement dans notre podcast de la personne qui connaissait pas ça et qui avait les bonnes questions à poser. Et ça, c'était vraiment une belle dynamique à avoir. Philippe, lui, avait l'expérience, il avait connu toute la montée des jeux de rôle, les premiers jeux de rôle, etc., parce qu'il est plus âgé un petit peu que moi. Et moi, j'étais la bibite qui s'intéressait aux théories et aux jeux de rôle, justement, un peu plus étranges. Puis on a eu des gens qui sont partis arriver au podcast. On a eu Karine, qui était une psychiatre de formation, qui est venue apporter vraiment et qui apportait une vision autre du jeu de rôle. Grâce à elle, on a beaucoup parlé aussi de sécurité émotionnelle, on a beaucoup parlé de la part sociale du jeu de rôle. Malheureusement, une moment donné, elle a décidé de nous quitter parce que des projets, ça va, ça vient. On a quand même fait ça pendant 5-6 ans. J'ai eu Vincent Quigley, connu sous le nom de Tyranneuil sur Twitch. Donc, mon partenaire maintenant de stream sur Twitch qui s'est joint à nous. Christophe Braisse, connu dans le milieu aussi en tant que Pilule Rouge, qui est un auteur de jeux de rôle français, qui est venu s'installer au Québec, qui s'est joint à nous, qui était en premier un auditeur et ensuite qui est devenu un aventureux. Fait que c'est ça, on a eu plein de gens comme ça qui s'est joint
au cours de toute cette aventure. Et c'était mon premier vrai gros projet qui a fonctionné, qui a duré longtemps. Ça m'a permis de connaître plein de gens dans le milieu du jeu de rôle en France, aux États-Unis. Ça a vraiment été comme ma porte d'entrée dans tout ce monde, ce grand monde, là. Puis c'était vraiment comme tu t'as fait un réseau de contacts, puis c'est sûr que ça a dû vivre quand même des moments super intéressants. Là, tu sais, je veux dire, c'est ta passion, puis là, t'en parles à chaque semaine, à chaque 2 semaines, peu importe la fréquence à laquelle vous aviez. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr, c'est fou, là, quand tu penses à ça, là, tout le monde se rassemble autour de ça, puis après ça, c'est les discussions avant, pendant le podcast, puis après le podcast. Ouais. Puis qu'est-ce qui a fait en fait que ça a cessé? Parce que tu l'as mentionné plus tôt, c'était quand même beaucoup de travail, beaucoup de collaborateurs. Après 5-6 ans, est-ce que, tu sais, on sait que les jeux de rôle, c'est de la créativité, puis il n'y a pas vraiment de limite, là. Mais peut-être qu'à un moment donné, les gros sujets ont fait le tour. C'est quoi qui a fait que vous avez pris des chemins différents? Ouais, exactement. Essentiellement, les aventureux sont encore actifs. Je ne suis juste plus. J'ai quitté j'ai laissé aller mon enfant en quelque sorte et j'ai décidé de. Il y avait 18 ans. Ouais, il y avait 18 ans. Puis moi, j'étais rendu ailleurs. Mais essentiellement, c'est vraiment. À un moment donné, j'ai eu une espèce d'écœurant de titre. J'ai vraiment fait comme. C'est moi beaucoup qui faisais le montage. Je ressentais énormément de pression sur mon dos. Et c'est pas nécessairement les autres qui m'en mettaient. Mais je sentais... tu sais, on avait de la misère à se trouver du temps pour enregistrer les podcasts. Après, moi, j'avais de la difficulté à trouver le temps de m'asseoir et de faire le montage. Hein? J'ai découvert entre-temps aussi que j'avais un déficit d'attention. Du moins non diagnostiqué, mais j'ai de la difficulté vraiment à me concentrer sur une tâche. Ça me prend énormément pour m'asseoir et commencer une tâche. Puis plus ça s'accumule, plus je suis submergé par ce que j'ai à faire et plus ça devient difficile. Fait qu'à un moment donné, j'ai décidé de prendre du recul. J'ai dit, OK, là, je vais quitter un petit peu la sphère en ligne du podcast pour un temps indéterminé. Je suis revenu après 1 an, mais quand je suis revenu, je sentais que le podcast n'était plus vraiment mon podcast. Ce qui est pas négatif, c'est juste que comme je l'ai laissé entre les mains des autres, c'est tout à fait normal qu'il l'ait repris, qu'il l'ait relancé un petit peu plus refaçonné à ce que eux souhaitaient. Fait que quand je suis revenu, j'ai fait définitivement, je ne me sens plus interpellé. J'ai décidé de quitter et j'ai décidé de passer à Twitch, que j'avais fait il y a 6 ans. Du Twitch. Ça fait très longtemps, au début, quand il y avait personne sur Twitch du Québec ou presque. Puis j'avais un ami, Darkness QC, qui s'appelle sur Twitch, un collègue de travail qui venait de commencer à revenir sur Twitch, et j'ai fait partie là, donc des premiers de la vague pandémique de streamers. Et il y en a eu énormément, ça continue encore. Là. Il y a énormément de gens qui commencent à streamer. Puis j'ai toujours voulu faire des jeux de rôle sur Twitch. J'en ai fait un petit peu en commençant, etc. On avait même un projet de podcast de jeux de rôle avec Tyranneuil sur Twitch qu'on n'a jamais mis en branle. Parce que Twitch est un médium tellement varié, tellement toujours en mouvement, et même moi, avec mes projets, je suis toujours en mouvement, que c'est dur d'avoir quelque chose de très fixe. Je serais pas capable de faire la même chose à chacun de mes streams. Je pense que je me tannerais. Donc, j'ai bâti une communauté, et là, je retourne à mes premiers amours, je retourne aux jeux de rôle, parce que j'ai réussi à avoir une merveilleuse communauté avec le temps sur Twitch. Après 1 an maintenant sur Twitch, je fête mon 1 an la semaine prochaine. Oh, nice. Donc, c'est ça, j'ai réussi à avoir une merveilleuse communauté, puis là, je suis prêt, avec cette communauté-là, à repartager ma passion, retomber dans le jeu de rôle, puis je pense que la pause de jeu de rôle a été assez longue pour moi, puis là, j'en ai besoin. T'sais. C'est sûr que la pandémie a été à double tranchant pour les jeux de rôle. Elle se portait mal à jouer physiquement, mais il y a eu une grosse augmentation du jeu de rôle en ligne, évidemment. Donc, il y a même, pour ceux qui sont sur Twitch, il y a Joueurs sans fromage qui bénéficie énormément de la pandémie, qui a commencé comme une grande
partie ouverte de Donjon Dragon où tous les gens qui étaient abonnés à sa chaîne pouvaient se joindre. Ça lui a permis vraiment, vraiment de gagner énormément en popularité. Puis c'est du contenu excellent. Ces parties sont vraiment, vraiment excellentes pour avoir joué à l'intérieur. Ça fait que... Et maintenant, D&D a pris beaucoup de popularité. Et on le voit. Je vois un petit peu tous les streamers québécois commencer des parties à gauche, à droite de Donjon Dragon. En voyant ça, ça me rend énormément heureux. Puis moi, je me donne comme mandat de venir faire découvrir, encore une fois, mes jeux étranges, ce que j'appelle les jeux dans l'ombre de Donjon Dragon. Donc... Parce que... j'ai plein de questions. Vas-y. Moi, je vais commencer par ça, parce que D&D, si tu nous expliques à la base, là, pour les noobs comme moi, là, je sais un peu c'est quoi les jeux de rôle, mais tu sais, D&D, c'est Donjon Dragon, jeu de rôle. Et puis je sais que tu l'avais déjà expliqué dans un de tes streams, tu sais, que t'as comme le D&D classique peut-être avec les règles, puis t'as comme le jeu de rôle où c'est plus comme, pas une pièce de théâtre, là, mais que c'est un petit peu plus comme il y a une histoire, mais l'histoire, on la crée comme en improvisant, puis il y a comme un entre-deux. Tu peux-tu comme un peu démêler ça? Essentiellement, tu sais, si j'avais expliqué les jeux de rôle à quelqu'un qui sait aucunement c'est quoi, je dirais que c'est tout simplement de créer une histoire ensemble. C'est juste que la plupart du temps, pour venir aider à créer cette histoire-là, il va y avoir un système de règles qui va venir nous supporter dans la création de notre histoire. Parfois, comme dans Donjon Dragon puis les jeux de rôle qu'on appelle souvent plus traditionnels, tu sais, Donjon Dragon, c'était l'année de création, c'était 1975, si je me trompe pas, les gens vont me flageller si j'ai pas la bonne date. Ah, c'est 70. Mais c'est ça, c'est à peu près ça. Et par Gary Gygax et c'est son partenaire dont j'oublie malheureusement le nom. Et c'est ça. Donc, c'est vraiment que c'est venu l'encadrer comme étant qu'il y a un maître de jeu dans Donjon Dragon qui va venir créer l'univers, qui va venir un peu déterminer à l'aide de hasard qu'est-ce qui se passe, et les autres vont jouer des joueurs, les joueurs vont jouer des personnages, les personnages qui vont être incarnés qui vont s'incarner dans ce monde-là, qui vont avoir des aventures à faire, etc. Au départ, c'est vraiment inspiré des wargames, donc des jeux de figurines. C'était la première inspiration des créateurs de Donjon Dragon. Ça l'a changé beaucoup avec le temps. Si on prend la plus récente édition qui a gagné énormément à vrai dire, Donjon Dragon n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui. Et la 5e édition est beaucoup plus centrée. Les règles sont moins lourdes, en quelque sorte. Ce qui n'est pas nécessairement positif ou négatif, c'est juste un autre style de jeu. Il y a encore des gens qui ne jouent que par les anciennes versions de Donjon Dragon. Mais maintenant, il y a beaucoup plus de place à l'histoire, à l'interprétation. C'est 74, le premier Donjon Dragon. Ça, je regardais, j'étais comme... Je savais que c'était 74 ou 75. On était proche. Yes. Mais c'est ça. Fait que... Puis quand je dis que des entre-deux, c'est que justement, les choses ont changé. Maintenant, il y a des jeux de rôle qui vont être beaucoup plus centrés sur l'histoire, sur créer une histoire collectivement avec des règles, mais quand même très peu de règles. Tandis que tu vas avoir des jeux de rôle que l'accent est beaucoup plus mis sur le défi, sur les challenges, sur réussir quelque chose. Donjon Dragon est plus dans cette lignée-là. Parce que même, on peut faire du roleplay avec n'importe quel jeu de rôle, du roleplay, donc vraiment comme d'interpréter son personnage, se sentir à l'intérieur du monde. Mais Donjon Dragon est quand même un jeu, les combats ont une grande place. Ça va, tu veux monter de niveau, tu veux réussir des défis mis par le maître de jeu, alors qu'il y a des jeux que le but est tout simplement de raconter la meilleure histoire possible. Il y a même des jeux, à la grande surprise de plusieurs, parce que c'est pas encore extrêmement connu, mais il y a des jeux qui n'ont pas de maître de jeu. Que tout le monde, à quelque part, se partage l'autorité et vont s'entraider à créer une histoire. Souvent, c'est des jeux qui vont se dérouler en une seule soirée. Fait que vous n'êtes pas obligé de jouer pendant 1 an au même jeu de rôle pour réussir à voir la fin de votre aventure. T'sais. Fait que les besoins changent aussi. Hein. Avec le temps, je me suis rendu compte qu'en étant un adulte, des jeux de rôle qui durent juste une soirée parfois, c'est ce que j'ai besoin. Parce que c'est pas toujours facile.
C'est ça, ben, tu sais, je veux dire, l'intérêt est là, sauf qu'à un moment donné, le temps avec les obligations personnelles augmente. Puis c'est vraiment ce que j'allais dire. J'allais dire que de base, un jeu, c'est comme un jeu de société où on est un peu plus impliqué dans la création de l'histoire avec un Dungeon Master, qu'on dit en anglais, un maître de jeu qui dirige un petit peu plus l'inspiration, si on veut, puis qui propose des choses aux participants. Puis après ça, c'est à eux comme de répondre de ça, puis lui, il peut diriger un peu où il veut, mais évidemment, le choix reste toujours aux participants, puis à la fin, ça crée, avec des défis, des choses, ça crée une histoire, puis à un moment donné, ben, il y a une finalité à ça, que ce soit au fil de plusieurs semaines ou une seule soirée, comme tu l'as mentionné. Je trouve ça intéressant que tu parles je trouve ça intéressant que tu parles du jeu où on n'a pas besoin de Dungeon Master parce que peut-être que des fois les gens sentent une pression comme hey là, faut que je sois celui qui vive, je trouve des choses, etc. Tandis que si tout le monde se partage un peu, ben je pense que ça peut être intéressant. Puis c'est sûr, ça doit pas être connu parce que les gens sont comme trop habitués à pas avoir cette responsabilité-là. Ben, ça commence à être connu, puis c'est que c'est un autre monde complètement. Ça sera pas les mêmes gens qui vont être attirés par l'un ou par l'autre nécessairement. Je connais des gens qui auraient jamais fait de jeu de rôle s'ils n'avaient pas connu ce genre de jeu-là. Il y en a que Donjon Dragon, c'est pas fait pour eux. C'est du médiéval fantastique, c'est pas la plupart du temps, ça intéresse pas nécessairement tout le monde, le médiéval fantastique. C'est quand même un jeu qui a pas tant de règles, mais qui a quand même un bon niveau de règles, disons, à apprendre. C'est moins vrai qu'avant avec la 5e édition, mais quand même. Alors qu'il y a des jeux que... J'ai carrément un jeu, For the Queen, que ça se nomme, qui a un peu révolutionné les jeux de rôle dans les dernières années. C'est un jeu de cartes. Le jeu de rôle se tient dans un jeu de cartes. La boîte est tout petite, tu peux la mettre presque dans tes poches. Le jeu dure 30 à 120 minutes. Et t'as pas de règles à apprendre. Les premières cartes du jeu, c'est les règles. Tout le monde lit les règles, chacun son tour, une partie des règles, puis après on joue. C'est vraiment... ça montre que un jeu de rôle ne prend pas un livre de 300 pages qui coûte 80$. J'ai participé à un concours au début de la pandémie que le but c'était d'écrire un jeu de rôle en 250 mots. Je pense que cette année c'était un petit peu plus, mais c'était le concours français que... Je pense que c'était 500 mots cette année. Fait que j'ai été dans les finalistes / gagnants. Là. Les jurys donnaient leur coup de cœur et j'ai été dans les coups de cœur de 2 des jurys. Et ce concours-là est une bonne preuve que t'as pas besoin justement d'énormément de règles pour créer un jeu de rôle. Ça te prend quand même des règles, ça te prend un contexte, ça te prend une structure, mais la structure est pas obligée d'être une énorme structure. Parce que c'est sûr que des fois, la lourdeur, là, puis on prend juste les jeux de société qui, évidemment, est un intérêt pour toi aussi. Là. Des fois, la lourdeur des règlements fait que la personne perd l'intérêt. Mais as-tu l'impression que, parce que là, tu parles, mettons, du jeu de Queen qui a l'air super léger, tout ça, as-tu l'impression que les règles, c'était pour, étant donné que c'était les premières fois que les gens jouaient à ça, as-tu l'impression que les règles aide les gens à avoir de la créativité? Je sais pas si tu comprends ma question, étant donné que les gens ont moins ça d'emblée, le fait qu'il y ait des règles, ben t'as comme une coupe d'options, fait que t'as pas le choix, fait que c'est plus facile pour toi de te diriger, tandis que les jeux moins de règles, ben t'aurais probablement besoin de personnes avec une imagination, une créativité plus grande. Oui et non, ça va dépendre essentiellement. Pour moi, Donjon Dragon et des jeux similaires, je vois ça, c'est des boîtes à outils. Okay. Fait que ça va être là pour que tu puisses faire ce que tu veux dans un monde ou dans un contexte. Et le maître de jeu va être énormément là ça va être la source principale de la créativité à quelque part. Les joueurs vont réagir au monde du maître de jeu et le maître de jeu va réagir à ce que fait les joueurs. Mais le maître de jeu a énormément une grosse pression. On se le cachera pas dans les jeux de rôle plus traditionnels. Il y a quand même une grosse job, comme on dit. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup sur ses épaules. Ça reste une création collective. Ça reste qui peut rebondir facilement sur les idées des joueurs. Mais tu racontes l'histoire des personnages que les joueurs et joueuses jouent. Tandis que dans des jeux un petit peu plus comme à narration partagée que j'appelle, souvent cette
cette charge créative va être répartie entre tout le monde. On est souvent moins constamment aussi dans le roleplay, tu sais, on est moins dans je joue toujours un personnage. Ces jeux-là vont encourager la discussion de vive voix entre joueurs, comme hey, ok, bonne idée, puis là il pourrait avoir telle chose, puis telle chose, puis telle chose, plutôt que d'être toujours dans son personnage puis de réagir à ce qui se passe. Puis souvent, ces jeux-là vont avoir des règles aussi qui vont servir à donner de l'inspiration, à venir combler peut-être des fois, parce que c'est dur. Quand je dis que c'est pas fait pour tout le monde, c'est que ça demande t'es en mode improvisation constante dans un jeu comme ça. Puis ça va venir chercher souvent une expérience très précise. Comme le jeu For the Queen, t'es des gens qui accompagnent la reine dans un voyage vers un royaume voisin ennemi avec lequel t'es en guerre pour faire des pourparlers. Puis à la fin, la reine se fait attaquer puis tout le monde doit décider s'il protège ou non la reine. Mais tu peux pas faire autre chose avec ce jeu-là. C'est ça, le jeu. Tu vas avoir des aventures totalement différentes d'une partie à l'autre. Tu décides du contexte, tu décides de plein de choses, mais c'est ça que le jeu cherche à faire vivre avec ses règles. C'est là que je dis aussi que c'est pas des boîtes à outils, ça va être vraiment des jeux. Je prends exemple, toi-même, tu vas être dans ma partie de Masque, qui est un petit peu un entre-deux entre des jeux comme Donjon Dragon puis des jeux à narration partagée. Ben, dans Masque, le but, c'est de jouer des super-héros adolescents. Fait que des super-héros adolescents qui cherchent leur place en tant que super-héros dans un monde où il y en a déjà plein, et qui cherchent leur place en tant qu'adultes, qui sont en train de développer leur personnalité, leur perception d'eux-mêmes. Fait que, tu sais, les caractéristiques du personnage dans ce jeu-là, c'est comment eux, ils se perçoivent. C'est que ça va changer au cours du jeu. Plus les personnages deviennent des adultes, plus ils vont se fixer. Tu vas avoir des caractéristiques qui ne finiront par plus bouger parce que, ok, là, je le sais que je suis pas bizarre. C'est là, je sais que je suis dangereux. Des choses comme ça. Tu peux pas faire d'autres choses. Tu peux pas jouer des adultes super-héros dans le jeu-là. C'est vraiment... Toutes les règles viennent supporter cette expérience-là. Fait que c'est pas une boîte à outils. Fait que c'est deux expériences totalement différentes. Puis les gens vont tout simplement aller vers ce qui les intéresse le plus, vers ce qui les interpelle le plus. Ce que j'aime, c'est vraiment la versatilité des possibilités. On l'a dit au début, mais là, par tes explications, on sent bien que la versatilité des options, que ce soit pour des débutants comme moi ou des plus avancés ou quelqu'un qui veut faire ça une soirée, quelqu'un qui veut faire ça sur 4 semaines, 8 semaines, 1 an, c'est toujours quelque chose de possible. Fait que c'est sûr que ça, c'est intéressant. Puis, tu sais, j'espère que les gens qui écoutent et qui en ont jamais fait, ben vont peut-être être ouverts à essayer parce que moi, je peux te dire personnellement, je sais que le côté médiéval, fantastique, c'est quelque chose qui m'intéresse en lecture. Évidemment, le jeu de rôle n'a pas traversé ma vie. Sauf que je pouvais comprendre que certaines personnes sont comme, écoute, moi, des épées, des chevaliers, mon Dieu, ça m'intéresse pas pantoute. Fait que là, j'ai vraiment l'impression que en ayant le monde que tu as l'impression que tu tripes sa bière, tu as envie de créer un monde où c'est des microbrasseries qui, tu sais, peu importe, là, tu sais, ça peut être vraiment intéressant, là. Puis ça fait peur des fois, les jeux de rôle. Je veux dire, tu vois des gens avec 8 dés différents, des fiches qui ont l'air, des feuilles qui ont l'air remplies d'écritures, de chiffres. Tu fais, c'est quoi ça? C'est imposant quand t'es pas dans ce monde-là. Ça te prend comme un rôliste ou une rôliste motivée qui te prend sous son aile souvent puis qui va t'initier à tout ça. Mais c'est ça tend à se démocratiser des jeux de rôle. Comme je disais, il y a eu des Critical Role, essentiellement en anglais, qui a aidé beaucoup à populariser ça. C'est une émission que ça a commencé, je pense, sur YouTube ou sur Twitch, je m'en souviens plus. Mais c'est Matt Mercer et ses amis. C'était tous des voice actors et des voice actrices, fait que vraiment des gens là, professionnellement qui font des personnages, des voix, qui avaient commencé une partie de jeu de rôle, qui ont décidé de la diffuser. Vraiment de se faire comme un setup et de diffuser ça, et c'est devenu un succès monstre. Et en France, il y a eu Aventure avec Joueurs du Grenier, il y a eu Roll and Play également, qui ont été des choses qui ont aidé énormément à populariser le jeu de rôle.
Fait que, tu sais, et là, nous, on a notre JSF, que je trouve qui fait un petit peu un travail un peu similaire sur Twitch. Fait qu'on a vraiment, c'est le fun d'avoir ces gens-là parce que ça permet de donner une porte d'entrée, de montrer aux gens qu'est-ce que c'est. Et parfois, le voir, l'entendre, on se rend compte que, essentiellement, le but principal de n'importe quelle partie de jeu de rôle, peu importe la complexité des règles, c'est d'avoir du plaisir. Ça changera pas d'une partie à l'autre. Mais, même chose pour un jeu de société. Oui, j'aime ça, des fois j'aime ça des petits jeux rapides, des fois j'aime ça des jeux avec des grosses règles puis une grande longueur, mais au final, le but c'est toujours d'avoir du plaisir. Si t'as pas de plaisir en jouant au jeu, t'es mieux d'arrêter puis de jouer autre chose. Oui, ça cause plus de frustration ou t'es comme, c'est le fun, mais t'as plus de colère que de plaisir. Ben, à un moment donné, la balance des pouvoirs est plus pour débarrasser-toi de ça. C'est de la négativité. Là. Puis je me demandais, j'avais une question à te poser parce que toi, t'es un créateur de jeux de rôle, mais t'es aussi un Dungeon Master. J'ai déjà connu quelqu'un, puis ça, je pense que je t'en avais parlé, que lui, il créait comme l'histoire, puis il passait quand même beaucoup de temps à bâtir l'histoire, puis j'ai comme l'impression que il voulait emmener les gens à une direction particulière. Évidemment, il allait avoir une improvisation, puis il allait se passer des choses pas prévues, mais après mettons, l'épisode de cette semaine, lui, il était comme, hey, finalement, il y a quelqu'un qui est mort, c'était pas prévu, ou c'est tout ça, ou à un moment donné, il fallait qu'un personnage meure, là, c'est eux autres qui décident, etc. Puis, toi, je sais que t'es beaucoup plus de, oui, t'as des choses, mais t'es plus go with the flow. Comment Dungeon Master se dresse sa ligne directrice là-dedans? Écoute, c'est sûr que ça dépend énormément du jeu et de la personne, mais c'est pour ça qu'on prend Donjon Dragon. En général, si moi, par exemple, je prépare de quoi, moi, je suis très improvisation. J'ai fait de l'improvisation au secondaire. Ça a toujours été à l'intérieur de moi. Je suis pas du genre à être capable de m'asseoir et de préparer pendant 8 heures. Je vais préparer quelques petits trucs, mais en général, les choses que je prépare peuvent presque tenir sur pas un post-it, mais supposons une cue card, là, une petite carte que tu utilises dans tes exposés oraux, dans un exposé oral normalement. Mais ça te prend des idées, ça te prend une ligne directrice. Le danger, c'est toujours, et ça, moi, personnellement, je suis contre, un maître de jeu qui veut raconter son histoire à lui. Le but d'un jeu de rôle, les gens qui jouent à des jeux de rôle, le but, c'est que tu aies de la gentilité. C'est que tu as l'impression que tu peux influencer ce qui se passe. Tu joues un personnage, tu veux, avec tes actions, avec le résultat des dés, tu veux influencer le monde, tu veux influencer la partie. Si peu importe ce que tu fais, t'as l'impression que ça aurait toujours arrivé au même résultat, que l'histoire change pas, ça enlève un petit peu tout le but du jeu. Écrire un livre, ça va être bien plus simple. Exact. Fait que c'est sûr que peu importe le niveau de préparation que les gens font, je pense que l'important c'est d'être confortable. Plus tu connais le système, plus ça va être facile de jouer sans préparation. Maintenant, on a énormément d'outils en ligne. Par exemple, pour Donjon Dragon, il y a énormément de sites qui te permettent de générer des rencontres avec des monstres aléatoirement, qui te permet plein de sortes de choses qui te permettent une plus grande liberté. Mais c'est ça. Je pense que vraiment, l'essentiel, il n'y a pas une mauvaise méthode. La mauvaise méthode, c'est juste de pas se préparer assez pour soi. Fait que il y en a que ça prend presque rien comme préparation puis qui vont pouvoir tout improviser. Il y en a que ça leur prend de préparer des trucs pendant 4 heures, ben c'est pas grave. T'sais, tant que on appelle ça du railroad, envoyer les gens sur un chemin de fer quand t'as l'impression que c'est une ligne directrice. Là, moi, c'est là que ça vient un petit peu plus. Il y a des jeux que c'est bénéfique, étonnamment, d'avoir une ligne directrice. C'est souvent dans des jeux, par exemple, très précis, où des fois, il y a des jeux que t'as carrément, genre, le but du jeu, c'est de vivre une histoire précise. Je pense à... Il va y avoir quand même de la liberté, mais, tu sais, je pense à... J'ai un jeu qui s'appelle Montségur 1244, je crois, ou Red Carnations on a Black Grave, qui est un jeu que j'ai reçu récemment, que j'ai joué. Le jeu de rôle qui m'a fait pleurer ma vie. C'est un jeu que tu joues la commune de Paris en
je dirais pas n'importe quelle date, mais dans les fins des années 1800, si je me trompe pas, qui étaient des résistants à une espèce de mouvement de révolte en France et qui a eu énormément de morts. Fait que tu sais, c'est fait pour te faire vivre cette histoire-là. C'est sûr que tu dérageras pas de cette histoire-là. Ça va finir comme ça finit historiquement. C'est les histoires des personnages qui vont changer à chaque partie. Mais c'est ça. Fait que se préparer au meilleur de sa forme et jusqu'à temps qu'on soit à l'aise, c'est pas mal le mot d'ordre que je peux donner. Non, c'est ça. Puis, tu sais, mettons, c'est un excellent conseil que tu donnes là. Je pense que si la personne est à l'aise, d'ailleurs, je pense que dans un jeu, il faut que tu sois en confiance avec le Dungeon Master, si je puis dire. Puis sinon, avec les autres participants, là, tu sais, t'as l'impression que tu vas être à l'aise. Puis que, tu sais, là, je parle un peu à travers moi ce que j'en avais comme impression, là. Mais tu sais, je pense que c'est faut pas que ça soit parfait du premier coup, là, tu sais. C'est comme, OK, on peut s'arrêter en plein milieu de la partie, comme jasé, écoute, là, moi, je suis bloqué, je sais pas trop. OK, c'est bon, on a jasé, on reprend. Puis, tu sais, ça gâche pas le rythme, là, ça fait partie, là, tu sais. Tout s'improvise pas non plus, là. Non, c'est ça, tu sais. Je fais du jeu de rôle depuis que j'ai 5 ans. Hein, j'ai été initié par mon papa. Fait que, et je suis maître de jeu depuis que j'ai 12 ans. Fait que ça fait genre 30 ans, pas 30 ans, 20 ans que je suis maître de jeu, supposons. Vieillis-toi pas, là. Non, c'est ça, je vais pas me vieillir. Mais il y a encore des parties que je quitte la partie puis je fais comme, hey, j'ai vraiment fait une job de merde. Genre. Ouais. Puis tu sais, souvent c'est pas nécessairement vrai non plus. Est-ce que tes joueurs ont du plaisir? Oui, ben c'est parfait. Des fois, c'est juste qu'il y a une personne qui est fatiguée, fait que t'as l'impression que t'es pas capable de... Ça sera pas toujours la partie parfaite, ça sera pas toujours genre super, tout le monde va être super dynamique. Fiez-vous pas non plus aux parties que vous regardez en ligne, genre des parties comme Critical Role faites par des professionnels. Ils savent qu'ils donnent un show, sont là pour donner un spectacle. Dans la vie, autour d'une table... Les gens sont pas là pour donner un spectacle. C'est correct de décrocher, c'est correct de... Je pense qu'il y a vraiment... et ça, c'est un défaut des vieux jeux de rôle. Les vieux jeux de rôle ont toujours mis énormément de pression sur le maître de jeu. Et je pense qu'il faut un petit peu retirer ça de façon à dire que t'es pas garant du plaisir de tout le monde. T'es comme un arbitre un peu. T'es là pour... Puis il y a une chose qu'on appelle la règle d'or, qui est la pire chose qui existe dans les jeux de rôle. C'est les premiers jeux de rôle qui ont aussi popularisé ça. Je suis pas d'accord et je pense que cette règle-là... Je sais où tu t'en vas, mais... C'est que le maître de jeu a toujours raison. Non, il a pas toujours raison. C'est un jeu... Les jeux de rôle, c'est un jeu de groupe, c'est un jeu communautaire, c'est fait pour qu'on ait du plaisir tout le monde ensemble. Ce qui est plus important, c'est pas l'histoire, c'est pas les personnages, ce qui est plus important, c'est les personnes autour de la table. Est-ce que les gens ont du plaisir? Même si si tu fais quelque chose qui sert ton histoire, mais qui rend l'expérience de jeu vraiment plate pour quelqu'un, ben c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Mais au final, je pense pas qu'on doit sacrifier des amitiés pour... J'en ai vu des situations en toutes mes années de jeu de rôle, mais il y a des gens qui c'est vraiment comme « Ah non, mais les règles sont comme ça. » Le meilleur exemple, c'est de tuer des personnages. Oui, quand tu joues, il faut que tu sois prêt à accepter que ton personnage meurt dans plusieurs jeux de rôle. Mais parfois, je veux dire... C'est correct que la personne soit pas super enthousiaste à l'idée que son personnage meurt. Parfois, on peut trouver d'autres solutions encore plus intéressantes pour l'histoire. Des fois, la mort, c'est la solution facile. Ouais. Mais il y a toujours manière... faut écouter les gens. Hein. Souvent, ce qu'on dit, c'est qu'en ordre d'importance, t'as les autres. Ben, ta propre personne, les autres, puis les autres, ta propre personne, et ensuite les personnages. Fait que tu sais, tu veux te soucier de ce que font les autres, tu veux te soucier que toi aussi tu te sentes bien, puis après c'est l'histoire puis les personnages qui est important. C'est vraiment en troisième, puis je pense que c'est vraiment important de le savoir. Malheureusement, les anciens jeux, avec la règle que le maître de jeu a toujours raison,
le but était justement que le maître de jeu soit un arbitre. Puis c'est correct. C'est correct qu'il soit là pour dire bon ben cette règle-là, je suis pas sûr, puis c'est pas la fin du monde, on va passer à autre chose. C'est correct qu'il soit là pour ramener les gens, ok, on revient dans l'histoire, les gens, etc. Mais de dire qu'il a toujours raison, ça l'a créé énormément dans la communauté de jeux de rôle des dynamiques un peu tyranniques. Des maîtres de jeu qui est comme ça marche comme ça, si t'es pas content, retourne chez vous ou viens plus à ma table. Je pense que c'est pas le bon esprit qu'on veut avoir la communauté a été longtemps et encore ce problème-là, ce qu'on appelle du gatekeeping, de ne pas être une communauté accueillante pour les gens qui ne sont pas à l'intérieur de la communauté des jeux. Ça l'a énormément changé dans les dernières années grâce à la 5e édition et à l'arrivée de plein de gens qui avaient jamais joué à des jeux de rôle. Mais écoute, j'ai même récemment, on était allé dans une convention il y a 1 ou 2 ans, une amie à moi qui joue énormément à des jeux de rôle, elle s'est assise à une table de Donjons Dragons et une table de gars. Et les gars jouaient à sa place. Genre, ah non, fais ça. Veux-tu que je te brasse, tu connais-tu les règles, je vais brasser le dé pour toi. Genre, jusque là, et c'est pas une blague, genre, je vais brasser le dé pour toi, tu sais. C'est ça. Il y a encore des petits problèmes d'inclusivité et d'avoir cet esprit qu'on est là pour s'amuser et qu'on est là pour avoir du fun ensemble dans le jeu de rôle. C'est un problème qui est généralisé à plusieurs hobbies, évidemment. Mm-hmm. Mais comme moi, c'est le hobby dans lequel j'évolue le plus, je le vois énormément. Là. Ben exact, étant donné que c'est le moteur dans lequel tu fais tes activités, évidemment. Le côté sociétal de la chose n'est pas loin de la société normale. En fait, là, est pareil. Là, mm-hmm. Fait que je veux dire, les gens... Le sexisme, le fait d'être bloqué sur des affaires, le fait de pas montrer d'ouverture à des groupes de personnes, tu fais pas partie de la gang, que ce soit une gang de job scolaire, etc., ou de d'autres activités, ou ah, t'es pas assez fort, je parais pas bien avec toi, tu sais, des choses comme ça, ou le bien-être des autres pour le show, ou tu sais, des choses comme ça. Puis tu sais, je trouve ça bien que tu me mentionnes que ça existe dans la vie, il existe pas comme tu m'avais, mais je veux dire que ça existe que comme tu disais tantôt, c'est important que les gens se sentent bien. Fait que même si, whatever, la mort de quelqu'un ou telle action ou telle chose fait que l'histoire, apprend comme un niveau supplémentaire, puis ça fait comme une histoire tough, mais ça fait une histoire le fun. Si tout le monde n'est pas consentant, je vais dire ça comme ça, à la Bible, ou en tout cas, ont pas de plaisir, ben, rendu là, pourquoi on continue à jouer, là, je veux dire, c'est le bien-être des autres avant tout, tu sais. Il y a aussi beaucoup d'outils qui ont été développés, ou, tu sais, même des choses que les gens faisaient, mais qui avaient jamais été écrites, essentiellement. Puis maintenant, il y a des articles qui sont sortis où il y a des jeux de rôle qui l'intègrent dans leurs règles, ces outils-là. Tu sais, la plus classique et celle que tout le monde devrait faire, à mon avis, c'est ce qu'on appelle une session 0, qui est ta première session de jeu de rôle, ou si c'est un jeu qui joue en une soirée, ben le début de ton jeu va servir à discuter avec les autres de voici à quoi on joue, voici à quoi je m'attends, par exemple, en tant que maître de jeu. Voici, ça va être un peu quoi je vais vous faire vivre. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce qu'on accepte? Oui, parfait. Est-ce que vous avez des choses que vous voulez pas aborder? On appelle une des techniques qui est vraiment bien les lignes et les voiles. Les lignes, c'est des sujets que tu veux absolument pas que ce soit mentionné. Puis c'est utile à faire parce que j'ai déjà eu des gens, par exemple, je ne veux pas parler d'araignée. Je suis arachnophobe. Je veux pas que tu mettes aucune araignée dans l'aventure. Ça a l'air stupide, mais si la personne, elle est arachnophobe, ça ne tente pas que tu mentionnes des araignées, que tu décrives des araignées. Tu sais, j'ai eu le suicide souvent. Tu sais, c'est un sujet lourd. Puis oui, tu peux vouloir mettre ça. C'est correct de vouloir faire vivre ça dans ses parties. Parce que ça peut apporter quelque chose à une histoire. Ça peut apporter une profondeur, une réalité un petit peu vraie, mais triste à une histoire également. Mais il y a des gens
ont des traumatismes, il y a des gens qui ont vécu des choses que les jeux de rôle, c'est un endroit pour s'échapper. C'est un endroit qui peut servir à vivre des réalités qu'on vit pas nécessairement ou à expérimenter des émotions fortes également, mais ça reste quand même pour plusieurs un endroit pour s'évader puis qui ont pas envie de revivre des traumatismes. Tu sais. Il y a la X-Card qui est un peu plus controversée comme outil, mais c'est juste de mettre une carte avec un X au milieu de la table. Puis si quelqu'un est pas à l'aise avec quelque chose, il met sa main sur la carte et on passe à autre chose. Tout simplement. Même pas besoin, tu sais, des fois, oui, tu peux expliquer, ou même pas besoin d'expliquer, pas besoin de mentionner. Tu sais, souvent, ce que je dis aux gens, c'est que la X-Card, pour moi, c'est comme quand tu fais de la corde raide puis que tu as un filet en dessous. T'as pas prévu tomber. Tu l'utiliseras probablement jamais, ton filet. Ça se peut que personne va avoir besoin de ce filet-là, mais en sachant que tu as un filet, ben ça te permet d'aller même encore plus loin que tu l'aurais été. Ouais. Tu sais que tu as un petit quelque chose pour te... Il y a des gens qui disent « Ah, moi, j'ai pas besoin de ça, je suis à l'aise de le dire à vive voix. » Ok, oui, toi, t'es à l'aise, est-ce que les autres le sont? Si vous êtes entre amis, peut-être. Tu sais, c'est pas... Il y a d'autres outils aussi que ça, mais c'est un exemple. Mais c'est juste de s'assurer... Moi, je fais beaucoup de conventions de jeux de rôle. Dans les conventions, il y a des fois que ça a été utile de l'avoir sur ma table, et il y a des fois que j'ai été à des tables que j'aurais aimé ça l'avoir. T'sais, je me souviens d'une partie, justement, où il y a eu la personne a fait que quelqu'un allait se suicider dans la partie. Et moi, j'étais comme, je suis pas à l'aise. Genre, j'ai pas de fun, là. Puis j'étais pas, sur le coup, j'étais juste comme tellement sur le choc. Ça venait un peu de nulle part, en plus. Fait que j'étais juste tellement sous le choc que j'ai pas été capable de dire que j'étais pas à l'aise. J'étais comme juste, ok, ben, je vais faire telle chose, etc. Mais avoir eu la carte, j'aurais juste fait comme, j'aurais mis ma main sur la carte, ça aurait terminé là. On aurait passé à autre chose, la personne aurait compris. Fait que c'est des petits outils comme ça, qui sont là maintenant un petit peu plus pour aider les gens. Mais il y a encore énormément de réticence, énormément de controverses face à ces outils-là. À mon avis, la réticence, à la limite, je peux comprendre de dire juste de la controverse, je trouve ça un petit peu exagéré. Mais... Tu sais, j'ai un peu l'impression, c'est ça la controverse, j'ai un peu l'impression, de la façon où je me l'imagine, si t'es quelqu'un qui dit non, on veut pas ces règles-là, c'est comme tu dis, il peut se passer n'importe quoi, puis un peu, je trouve que c'est un peu baïonné, tu sais, t'as comme droit de rien dire, attends-toi à tout quand tu rentres sur le ring du jeu de rôle, là, si on veut, là, tu sais, puis je trouve ça un peu, tu sais, mettons que des gens consentants disaient, on veut vraiment y aller, on s'en fout, puis tu sais, je veux dire, tout était là sans cette règle-là, ok, tu sais, puis c'était, je sais pas, gore ou hardcore, peu importe, ok, sauf que, tu sais, pour les gens de la communauté, ou tu sais, même toi, quand tu vas dans une convention, oui, vous parlez, mais je veux dire, ça fait quoi, 5 minutes, 10 minutes que vous parlez, vous connaissez pas, là, vous connaissez pas vos vies, et je trouve ça c'est un peu, genre, pas montrer d'ouverture à la sensibilité de quelqu'un ou à la fragilité de quelqu'un ou à son vécu, tu sais. Ça, même là, c'est... Souvent, la réaction, c'est « Ah, ben, on n'a plus le droit de rien dire. Tu sais, il faut faire ça... Genre, les gens sont trop sensibles. » Les réactions classiques qu'on entend aussi dans pas mal toutes les circonstances. Réaction classique masculine. Mais souvent, ce que je dis, c'est... Dans les jeux de rôle, ces outils-là sont justement là pour que tu aies le droit de dire ce que tu veux. Ils sont pas là pour que tu puisses rien dire. Ils sont là pour encourager les gens à pouvoir dire ce qu'ils veulent en toute sécurité. Parce que si jamais quelqu'un n'est pas à l'aise avec ce qui se passe, avec ce qui est dit, avec le sujet abordé, ben, ils ont quelque chose pour le dire, tout simplement. C'est pas... ça change pas énormément grand-chose à la vie de personne. Ça vient juste aider l'expérience de jeu, à mon avis. Puis je trouve que c'est un moyen simple. Puis tu sais, même là, c'est sûr que c'est sûrement déjà arrivé que même avec le X là, sur la table, il y en a qui n'ont pas été à l'aise juste de faire le move par l'ambiance, tout ça. Fait que, genre, acceptez-le, ça, parce que c'est pas tout le monde qui a de la facilité à aborder les choses, dire les mots, ou justement la situation comme toi, tu l'expliquais dans ta partie. T'es comme choqué, ça vient de nulle part, tu t'y attends pas, fait que ça te gèle un peu. Fait que, tu sais, si t'avais eu ça, toi, t'aurais pu le faire, mais tu sais, quelqu'un d'autre, des fois, c'est juste, hey,
je vais mettre ma main, puis j'ai même pas, je veux même pas expliquer pourquoi. Faites-moi confiance. On considère que tout le monde est de bonne foi. Ça, pis, tu sais, c'est un exemple, puis c'est comme je dis, c'est vraiment pas un outil parfait. Là. Comme tu dis, il y a des gens qui seront même pas à l'aise. Je veux dire, ça montre quand même que t'es pas à l'aise de mettre ta main sur le X, par exemple. Ça t'expose aux autres. T'es pas nécessairement à l'aise de comme que tout le monde te regarde. Fait que c'est vraiment pas un outil parfait. Il y en a d'autres aussi, comme je disais, il y a d'autres outils là. Mais je trouve que c'est quand même un pas dans la bonne direction. T'sais. Je pense que le jeu de rôle gagne à avoir un petit peu plus d'ouverture d'outils comme ça. On est un petit peu plus conscient dans notre réalité actuelle aussi de ces choses-là, tu sais, les traumatismes des gens, c'est moins tabou qu'avant. On est plus conscient de cette réalité-là, que tout le monde a un bagage, puis que ce bagage-là est pas le même pour tout le monde, et qu'il faut en être conscient parfois, autant dans la vie que dans les jeux de rôle. Mais c'est ça, c'est une réalité récente, fait que c'est sûr que le jeu de rôle évolue avec la société également. C'est là, est-ce que je me laisse j'ai un sujet en tête, je sais pas si je veux me lancer totalement là-dedans, mais essentiellement, tu sais, comme récemment, le fils de Gary Gygax, un de ses fils, qui a fait renaître de ses cendres TSR, qui est la compagnie à l'origine de Donjon Dragon, a fait énormément de propos très négatifs envers Donjon Dragon 5e édition, en disant que c'était trop woke, trop inclusif, et que c'était rempli de... C'était pour les gens sensibles. Mais c'est ça, les mœurs changent, les jeux de rôle changent aussi avec ça. Moi, ça me fait du bien de voir que dans la 5e édition, dans le livre des joueurs, qui est un des manuels de jeux de la 5e édition, c'est la première mention, quand tu te crées un personnage, c'est marqué que tu peux jouer homme, femme, ou genre autre genre. Fait que juste le fait de mentionner pour les... Parce que la représentativité, tu te rends pas compte à quel point c'est important quand t'es pas dans quelque chose, une catégorie sous-représentée. Tu sais, je suis, ça me dérange pas de le dire, je suis une personne non-binaire dans la vie. Je me considère pas sur l'axe de la féminité ou la masculinité comme la société un peu le construit. Et j'aurais jamais pu comme découvrir cette réalité-là à propos de moi ou m'affirmer comme ça si j'avais pas eu de la représentation dans ma vie à ce niveau-là, si j'avais pas vu ça dans certains médias, si j'avais pas vu ça, si j'avais pas connu des gens qui vivaient cette réalité-là. Fait que c'est vraiment la représentation, ça change tout. C'est pour ça, je pense que c'est important, c'est des petits pas des fois qui vont faire des grands changements. Là. Et on l'a vu également, tu sais, Donjon Dragon maintenant, les communautés plus queer, LGBTQ+, etc. Sont de plus en plus attirés et impliqués dans les jeux de rôle parce que les jeux de rôle sont plus les accueillent avec un petit peu. Écoute, dans les vieux jeux de rôle, les gens sont toujours traumatisés quand je raconte ça. Il y a eu un jeu de rôle dans les années 80 des Tortues Ninja. Et dans le jeu de rôle, tu pouvais une des choses que tu pouvais gagner comme en conséquence négative, c'est des problèmes de santé mentale. Déjà, ça commence mal. Parce que ça stigmatise la santé mentale, mais dans les problèmes de santé mentale, il y avait gay. Fait que, quand je dis que les vieux jeux n'étaient pas toujours accueillants. Ouais, non, c'est ça, les vieilles affaires. Comme tu disais, la société évolue, puis écoute, comme tu le disais, autant les personnes, on parlait du X, autant les personnes ont un grand vécu qui peut apporter au jeu, autant il doit être pris en considération dans ce que la personne n'a pas envie de parler ou d'effleurer comme sujet, ou peut-être qu'à un moment donné, elle va se sentir bien sur un jeu puis elle va vouloir l'aborder sans dire j'ai vécu ça, etc. Mais aborder ce sentiment-là par une autre action, puis ça, je trouve ça bien parce que ça peut être comme une sorte de thérapie si on veut. Puis après ça, tu parlais du côté inclusif, puis je pense justement, le but, c'est d'aller chercher tout le monde. Si tout le monde peut se représenter, puis après ça, c'est
sais, tout le monde veut se représenter comme il est un peu, puis après ça, tout le monde veut se représenter comme quelqu'un d'autre, parce que c'est le fun des fois d'avoir un échappatoire l'espace d'une soirée ou de quelques semaines. Euh, je trouve ça rough de dire ouais, la version 5 de Donjon Dragon, c'est un peu trop inclusif là. C'est un peu comme dire ouais, en ce moment notre monde, je trouve qu'il est un peu trop inclusif là. J'aurais aimé ça que les gens bizarres là restent chez eux là. Je suis comme hey, ça me scelle aux oreilles là. Écoute, Gary Gygax, un des co-créateurs, avec Dave Arneson, c'est ce que je cherchais tantôt. Gary Gygax a déjà dit dans un forum de jeux de rôle, il est décédé maintenant malheureusement, mais il a déjà dit dans un forum de jeux de rôle, c'est normal que que les femmes ne jouent pas à Donjon Dragon autant que les hommes parce que leur cerveau est pas fait de la même façon. Ils peuvent pas tout comprendre ou etc. Genre c'était assez horrible. Mais ouais. Genre vomi dans ma bouche là. Tu sais là, je suis comme ah, ça vient me chercher. Mais c'est pour ça que j'aime le côté que je pense que j'ai compris que t'aimais plus, là, le côté plus alternative, moins D&D ou qui a un petit peu plus de règles, puis plus pas d'être contre ça, mais toi, t'es beaucoup plus dans ta façon d'être Dungeon Master, donc plus sur l'improvisation, tout ça. Je trouve ça cool que en création ou en application d'un jeu qui existe déjà, tu laisses la porte ouverte à la créativité des gens, parce que justement aussi, des fois, ça peut miner la créativité de quelqu'un d'être trop saisi sur une raille de chemin de fer. Là. Oh, oui. Puis je pense que c'est ça. Je pense que c'est important d'encourager cette créativité-là aussi. Là. Puis plus on est ouvert, c'est sûr qu'au final, ce qui se passe autour de ta table de jeu de rôle, si ça convient aux gens autour de ta table de jeu de rôle, tant mieux, entre guillemets. Mais dès que tu amènes le jeu de rôle sur la place publique, si tu vas jouer en convention, si tu inities des gens au jeu de rôle, à mon avis, c'est un peu ton devoir d'encourager une culture positive du jeu de rôle. C'est ton devoir d'encourager une culture inclusive, une culture... C'est ton devoir de faire que le hobby est le plus accueillant possible pour n'importe quel type de personne. Puis peu importe le personnage que tu veux jouer, homme, femme, non-binaire, peu importe, que tu puisses être ce que tu veux. T'es badass, sensible, tout ça à la fois, ben si tu veux l'être, sois là. C'est un peu ça la créativité. Puis je pense qu'il y a assez d'humains sur la Terre qui composent un peu un nombre infini de possibilités. Puis bref, je trouve ça vraiment le fun que ça s'en aille vers ça. Évidemment, comme la société normale, il y a encore des mœurs puis des pensées sociétales dans chacun des pays qui restent puis que qui reste bien ancré puis le COVID nous l'a bien montré à certains égards. Changement de sujet, une question que j'avais plus tôt, puis je m'étais dit on va jaser de jeux de rôle. Tu as parlé de Twitch. Et là, tu m'as dit, ça fait presque 1 an, dans une semaine, en passant à bonne fête d'avance. Puis, tu m'as dit, là, je retourne à mes anciens amours, ça faisait longtemps que j'avais arrêté, etc. Sauf que là, tu retournes là. Il s'est passé une période entre quand t'es revenu, puis t'as fini. Qu'est-ce que t'as fait? C'était quoi ton objectif? Sais-tu où tu te dirigeais? Puis c'est quoi ton nom Twitch, si jamais il y en a qui voudraient aller le voir? Écoute, mon nom Twitch, c'est Lord _ Caféine, Lord Caféine. Écoute, mon objectif sur Twitch, c'est que je m'ennuyais de quand j'ai vécu Twitch la première fois, il y a 5-6 ans, j'avais adoré l'interaction. C'est ça qui me motivait. Puis à chaque année, j'hésitais à retourner sur Twitch depuis ces 5 années-là, parce qu'à chaque fois que je joue à des jeux, je suis comme... Je suis quelqu'un qui aime partager ses passions, si ça paraît pas. Et quand je joue à des jeux, je suis comme, j'aimerais ça en parler des jeux que je joue aux gens. Puis à un moment donné, ma blonde est geek aussi, mais elle est tannée de m'entendre parler à chaque fois de tout ce que je fais. Fait que c'est un peu cette volonté-là, et ça faisait longtemps que j'avais pas joué à des jeux vidéo parce que j'étais dans les jeux de rôle depuis 5 ans. Fait que quand je suis retourné sur Twitch au début, c'est comme, bon ben je vais jouer, puis je vais partager ça avec les gens. En même temps, à un moment donné, j'ai décidé de faire des streams de philo, hein.
Parce que tant qu'à avoir, j'ai un baccalauréat en philosophie, en littérature dans la vie, fait que tant qu'à avoir ça, je me suis dit, on va faire des streams un peu de discussion pour mettre ça à profit. Puis finalement, comme d'habitude, je change toujours de projet. Fait que, ça a commencé par les jeux vidéo. Après, j'ai essayé plein de trucs différents. J'ai fait des espèces de streams théâtraux avec un personnage qui s'appelait Télésphore, que je vais probablement refaire de temps en temps. Mais je jouais à des jeux en personnage. Fait que c'est ça. J'ai fait toutes sortes de choses. Des streams plus communautaires avec mon collègue Tyranneuil, qu'on joue avec notre communauté, qu'on fait encore, qu'on appelle les cafés tyrans. Mais essentiellement, mon but sur Twitch, ça a toujours été de me créer une communauté agréable, inclusive, parce que c'est ce que j'avais réussi avec les aventureux. C'est ce qui m'a fait le plus mal en partant. C'est de perdre une communauté. Au final, énormément de gens m'ont suivi sur Twitch, fait que j'ai pas à me plaindre. Mais je pense que dans la vie, j'ai besoin d'un certain sentiment d'appartenance. J'ai besoin d'être entouré de gens que j'apprécie. Et j'ai retrouvé ce sentiment de communauté sur Twitch. Puis vraiment, l'interaction est la raison principale pourquoi je fais du Twitch. Ce qui est un peu ironique, parce qu'en faisant du jeu de rôle, tu perds tout principe d'interaction sur Twitch parce que t'interagis pas avec le chat. C'est pour ça que je me garde quand même des streams qui sont plus des discussions. Mais c'est quand même important pour moi maintenant là, après un an, comme j'ai déjà la communauté de faire découvrir ces jeux de rôle-là, j'aurais pu me le permettre en commençant, mais en même temps, j'aurais pas eu autant de gens avec moi. J'aurais voulu faire découvrir des jeux de rôle, mais si tu essaies de faire découvrir des jeux à personne qui te regarde, exact. Ça sert pas à grand-chose. Tu sais, y a un streamer qui m'a déjà dit, qui est un streamer qui est passionné par les jeux indépendants, des petits jeux étranges, etc. Puis il me dit, j'aurais jamais pu faire ça en commençant Twitch. Parce que j'aurais eu personne. Mais maintenant que j'ai ma communauté, maintenant que j'ai des gens qui me regardent, je peux me permettre de le faire. Puis je vais faire découvrir ces jeux-là aux gens. Il y a un petit côté presque marketing là-dedans. Oui, il y en a un. Oui, c'est ça. Il y en a un presque obligatoire. Mais je dis ça en blague souvent. Mais c'est presque vrai, je dis, c'était mon plan machiavélique depuis le début, de gagner des followers, de gagner une communauté, puis de vous foutre des jeux de rôle d'en face. C'était le plan depuis le début. C'est juste que personne ne le savait. Mais en même temps, je veux dire, s'il y en a qui quittent là le bateau à cause de ça, ben tu préfères rendu là de ne pas les avoir, là, tu sais. Parce que tu sais, je pense que comme tu disais, j'allais dire le mot marketing avant que tu le dises, parce que je pense que dans n'importe quel domaine, on va dire public un petit peu, ou en tout cas que tu es la principale figure, là, tu sais, avant que les gens s'attachent à la personnalité, qu'est-ce qui va créer l'intérêt de venir te voir? Ben, c'est le sujet. Le sujet, ben, ça peut être un jeu que tu joues, ça peut être un sujet que tu abordes, ça peut être je tombe par hasard. Il y en a qui ont quand même un pourcentage de ça, mais après ça, la personne s'attache à toi, fait qu'après ça, peu importe le sujet que tu vas aborder, la personne va rester, puis je veux dire, d'emblée, moi aussi, j'aurais tendance à dire, mettons, je suis tombé sur ton stream là, parce que moi, c'est là que je t'ai connu aussi. Si je tombais sur ton stream là, puis tu faisais du jeu de rôle, probablement que je resterais pas parce que j'aime pas ça, juste parce que y a pas assez de plus dans ma tête, je te connais pas, tu fais quelque chose que je ne connais pas tant que ça, que j'adore pas tant que ça, etc. Fait que ton plan machiavélique a fonctionné. Ah, c'est ça, puis tu sais, hein, il y a on aurait pu faire un podcast au complet sur Twitch, là, anyway, tu manqueras pas d'invités potentiels pour en faire, oui. Mais il y a beaucoup un côté méta à Twitch. Il y a des modes, il y a des trucs qui vont attirer les gens. Et comme je disais au début, les jeux de rôle commencent à être quelque chose de populaire sur Twitch, commencent à être quelque chose que les gens font de plus en plus, que les gens sont de plus en plus attirés par ça. Et je ne me gênerai pas en disant que je vais, comme je dis, je vais un peu surfer la vague en essayant d'autres choses que Donjon Dragon, même si c'est Donjon Dragon qui est populaire en ce moment. C'est pas, je me sentirais un petit peu trop essayer juste d'être populaire si je ferais du donjon.
je ferais vraiment du Donjon Dragon, c'est pas le jeu de rôle, c'est pas mon jeu de rôle numéro 1, c'est pas lui avec lequel je suis plus à l'aise. Fait que là, je me sentirais comme quelqu'un qui veut vraiment juste surfer sur la popularité de la chose. Mais en faisant des jeux de rôle vraiment que moi j'aime et que je veux faire découvrir, je participe un peu à cette méta, mais en restant totalement véridique à moi-même, à mes passions, puis à mes... un peu à ma mission sur Twitch. C'est un peu à double tranchant, ça, parce que j'ai comme j'ai comme l'impression que tu peux faire du marketing avec des choses qui t'intéressent, mais que c'est pas ta grosse passion. Puis j'ai l'impression que quand ça touche ta passion se rapproche vraiment beaucoup de tes valeurs. Fait que là, j'ai l'impression que si tu te mets un peu à toi-même puis tu surfes sur des choses, mais au final, tu vas comme un peu, je sais pas, trahir ta passion puis te sentir bien parce que là, tu vas attirer les gens sur ta passion sur un volet que c'est peut-être pas celui que tu préfères ou des choses comme ça. Puis là, les gens vont rester accrochés à ça. Fait que là, tu vas dire, moi, ce que je veux vraiment faire, c'est ça. Puis là, finalement, tu vas peut-être te mettre à détester ça. Fait que, ouais, ça va paraître aussi. Je pense que ça paraît quand les gens font des choses qui sont pas totalement... écoute, on a tous déjà vu, il y a des trucs populaires sur Twitch que les gens, des fois, justement, essaient de surfer sur la popularité. Ça paraît quand les gens ont pas de plaisir. Ça paraît quand les gens se forcent à faire quelque chose. Puis ça n'a jamais été mon intention. J'avoue qu'au début, quand j'ai commencé Twitch, j'étais un petit peu plus attentif à mes chiffres. Puis à un moment donné, c'est devenu presque pénible. Tu sais, je regardais mon nombre de viewers pendant mes streams, etc. Puis ça devenait malsain. Puis j'ai vite compris que le but principal, c'est ça. C'est vraiment pour moi, c'est d'avoir du plaisir. Tant que j'ai une personne qui interagit avec moi dans le chat, je suis content. Mais en même temps, il faut pas oublier que sur Twitch, il y a une réalité de gens qui sont là pour t'écouter en faisant autre chose. Mais c'est ça, l'interaction est toujours un plus. Mais puis c'est sûr que les gens viendraient pas interagir avec moi, viendraient pas discuter avec moi, viendraient pas nécessairement sur mes streams si je jouais un personnage. Là, je dis ça, puis je dis ça, mais il y a des gens qui jouent un personnage, mais qui joue un personnage, mais qui l'assume. Tu sais, je veux dire, ça paraît que la personne joue un personnage. Tu sais qu'elle est pas comme ça dans la vie. Tu sais qu'elle est pas autant énergique, qu'elle est pas autant méchante. Et il y a des gens que... Et tu sais, je parle à l'international, là, pas nécessairement au Québec, mais il y a des gens que là, sur Twitch, comme ils jouent je pense, je me souviens plus de son nom, mais un streamer qui était super populaire, qu'il était méchant avec ses viewers. Puis genre, il rageait après les jeux, etc., mais c'est son personnage. Les gens allaient sur son stream pour ça. Pour voir ça. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est un choix. C'est un choix. Mais moi, j'ai décidé d'essayer d'être moi-même à 100%. Puis justement, le moi-même, ça fait partie de... j'ai envie de retomber dans le jeu de rôle. J'ai pris une pause de jeu de rôle, puis elle était assez longue, là. Maintenant, j'ai envie d'en refaire et de retourner 100 000 $ là-dedans. Puis c'est sûr, ça va être cool. En même temps, moi, je vais participer à l'un des jeux qui va commencer dans une couple de semaines. Puis je te mentirais pas, je me lance dans le vide, là. Je suis pas super, je suis quelqu'un d'à l'aise dans la vie, mais là-dessus, je suis pas le plus certain, mais tu sais, on en parle avant, il y a une préparation, il y a certains trucs, puis je suis avec des personnes que j'apprécie, puis je n'ai pas de stress, fait que, tu sais, rendu là, je suis comme, qu'est-ce qui peut arriver? C'est eux autres qui vont tenir le filet en bas de mon fil de fer, là, fait que, tu sais, je suis bien content comme ça. Puis j'allais rebondir sur ton commentaire précédent. Les gens cherchent beaucoup d'authenticité dans la vie, puis de plus en plus, je te dirais. Puis tu sais, tu parlais du gars qui rageait, probablement que c'est sa job lui aussi. Là, dans le fond, il y en a qui gagnent leur vie avec Twitch. Fait que tu sais, oui, il y a un certain truc de hey, il faut que je sois hype, etc. Les gens s'attendent à ça, mais d'un autre côté, moi je trouve que c'est le best, c'est vraiment que tu sois toi-même. Ça veut pas dire que tu as eu une mauvaise journée puis te le montrer. Tu peux juste dire j'ai eu une mauvaise journée, mais là je suis là pour me changer d'idée. Bam, tu parles, là, puis en même temps, il y en a qui recherchent ça, quelqu'un qui raconte leur vie, puis après ça, il y a un côté qui peut être bon et malsain, là, un peu
un peu trop de quelque chose peut devenir malsain à un moment donné, là. Puis, tu sais, moi, personnellement, je sais pas si tu te souviens, la première fois que je suis tombé sur ton stream, je sais pas si tu t'en souviens, mais je pense que c'était un samedi où tu prends ton café puis tu changes, je me souviens plus comment ça s'appelait, puis je suis juste tombé par hasard, je cherchais Québec, puis là, j'écoutais, puis j'ai commencé à jaser, puis c'était agréable. Puis j'ai juste fait, c'était vraiment plus la discussion, tu sais, la communauté est agréable. T'es là, tu sais, des fois, t'es comme, je m'entends, je trouve ça cool ce qu'il dit, mais la discussion est pas tant intéressante dans le chat. Tu sais, puis j'étais revenu, puis après ça, à un moment donné, les gens font des liens, puis là, t'as quelqu'un que tu connais ailleurs qui est là, etc. Tu sais. On dirait qu'on est comme des gangs de rue, là. Parce que, tu sais, les gens parlent souvent d'une communauté, la communauté, par exemple, québécoise de Twitch. Ah, ouais. Oui et non. C'est beaucoup de sous-communautés. Ouais. C'est beaucoup de, tu sais, souvent, je le dis, mais souvent, on va avoir les mêmes noms dans différents chats. Tu sais, je traîne pas mal dans les mêmes endroits, puis à chaque fois, je vois des noms se répéter. Parfois, il y a comme des streamers rassembleurs. Je pense à shout-out à Actuc, que si vous êtes sur Twitch et que vous ne connaissez pas, allez voir aussitôt que t'as une chance. Ouais. Donc AQTC. Ouais. Ça va moyen temps aussi. Actuc. AQTUC. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, il y a plein de gens que là, on avait des conversations super intéressantes sur le chat. Puis des fois, genre, des gens que je trouvais qui avaient des opinions pertinentes, j'allais voir est-ce que cette personne-là stream. Si elle stream, je vais la suivre, puis je vais aller parler avec elle. Puis de fil en aiguille, tu sais, si tu te crées une espèce de communauté, tu te crées des gens. Parce que c'est une grosse partie de Twitch aussi, je veux dire, quand tu stream, le fait d'aller discuter avec les autres, c'est sûr que ça crée des liens, écoute, j'ai créé des amitiés avec Twitch, j'ai créé, tu sais, ça peut être à double tranchant, hein? Des fois, il y a des sentiments de proximité qui n'existent pas, surtout pour le viewer, parce que nous, on est là, les gens nous voient, les gens nous parlent, nous, tout ce qu'on a, c'est des écrits, 2, 3 phrases, fait que des fois, le sentiment de proximité, malheureusement, est facile à avoir d'un côté, mais beaucoup plus difficile à avoir de l'autre. Mais sinon, il y a quand même des véritables des relations d'amitié qui se créent par Twitch. Fait que mon but, c'est je vais pas aller sur le stream de quelqu'un que je sais que je m'entends. Je vais pas rester et discuter sur le stream de quelqu'un que je ne m'entendrai pas dans la vie avec cette personne-là. J'ai aucun intérêt de toute façon. Tu sais, je vais pas aller sur le stream de quelqu'un de populaire juste pour que cette personne-là me remarque. Ça serait pas la bonne façon de faire de toute façon. C'est pas toi non plus. Non, exactement. Je n'irai pas sur les streams non plus de gens que je sais dont le public n'est pas le mien et pas des gens que je pourrais considérer comme étant mon public. Si ça arrivé des fois que je me fasse raider par des gens que je suis comme clairement que tes viewers, peut-être qu'il y en a, mais ce sera pas un gros pourcentage qui vont trouver ça, qui vont trouver mon stream agréable parce qu'on a vraiment pas les mêmes intérêts. T'sais. On a vraiment pas la même personnalité, les mêmes intérêts, puis c'est correct, ça prend de tout. Mais je trouve que c'est important de un peu choisir sa communauté en même temps. Je pense que c'est un peu comme choisir ses amis. Là, ben, c'est pas mal ça, tu sais. Je veux me sentir bien, je veux me sentir à l'aise avec les gens de ma communauté. Fait que c'est sûr, moi, s'il y a quelqu'un que j'ai l'impression qu'il va être problématique, toxique, ou un troll, comme on dit, sur les internets, dans mon chat, dans ma communauté, je vais m'avancer pour le ou l'affaire déguerpir le plus vite possible, où je vais dire, ben, à la limite, tu bannis la personne si c'est une offense assez réprimandable. Ça m'est arrivé de donner une chance à quelqu'un qui est arrivé un petit peu de façon négative sur le stream, qui au final s'est avéré pas si mal, mais finalement la personne a fini par tenir des propos vraiment inacceptables que je veux la bannir. Fait que c'est dur il faut garder après tout quand t'es streamer, c'est ton stream, c'est comme si t'étais dans ta maison à toi. Fait que c'est toi qui décides les règles de ta maison.
C'est toi qui décides qui est bienvenu et non dans ta maison. Mhm. T'as pas à pervertir tes valeurs pour que les gens qui viennent sur ton stream t'aiment. C'est pas le but. T'es mieux de pas faire ça, t'auras pas de plaisir. T'sais, parce que c'est pas le nombre qui compte, mais la qualité. Puis souvent, il y a un côté pression. Fait que tu sais, j'ai vraiment le feeling qu'il faut que tu fasses ça. On parlait de plaisir tantôt, mais ça, c'est une activité. Si tu le fais-le pour le plaisir. Puis si jamais c'est une job, fais-le aussi pour le plaisir avec des barins, parce que ça peut devenir nocif aussi. Tu sais, tantôt, tu parlais de la grande communauté québécoise. J'ai vraiment l'impression que c'est comme le schéma du grand cercle. Ben là, tout le monde met tout le monde dans le même panier. Pas du tout, parce que je suis d'accord avec toi. Moi, il y a certains streams que je vais voir, que je remarque des gens, puis après ça, évidemment, ils m'en font connaître d'autres. Mais évidemment, tu as tes préférés, puis c'est normal, tu sais, tu as 24 heures dans une journée, tu es une personne, il y a 7 jours dans une semaine. Mais tu sais, oui, il y a comme une certaine communauté, puis je m'en vais ailleurs, puis je n'ai pas les mêmes notes du tout. Puis des fois, je suis la personne qui sort de l'ordinaire là-dessus. Puis tu sais, je veux dire, ça peut fitter comme ça, mais c'est ce qui est le fun parce que je pense que ça tisse des liens par la fréquence qu'on va voir les gens, etc. Puis, que tu discutes avec eux de vrais sujets. Là. Tu sais, à un moment donné, les gens là, derrière leur clavier jouent des rôles. Là, c'est peut-être des. Il y en a qui connaissent pas de D&D, mais il y en a sûrement que ça serait des excellents joueurs de D&D qui créeraient des rôles parfaits. Mais tu sais, à un moment donné, je suis comme quelqu'un que ça fait on va dire quelques mois que tu es sur une chaîne que tu croises assez régulièrement. Vous jasez de certains sujets, pas de small talk, mais quand même des bons sujets. À un moment donné, la personne peut pas mentir tout ce temps, là. Ça se peut, là, mais tu sais, ça serait comme surprenant. Là, tu sais, c'est pour moi que tu te rapproches un peu de ça. Là, fait que je trouve que ça crée des belles relations. Puis, surtout avec la pandémie, mettons que ça l'a pas aidé aux relations physiques avec les gens. Fait que, tu sais, je pense que le côté Internet a été tout le monde là-dessus. Là. C'est même si tu joues un personnage, même si c'est ton emploi, c'est ça, jouer un personnage sur le long terme constamment, ce serait pas viable pour personne. On dit souvent que quand la passion devient un emploi, c'est souvent là que ça devient plate et négatif. J'ose croire que ça paraîtrait assez rapidement quelqu'un qui joue vraiment, vraiment un rôle. Là. Je pense même tous les gros streamers québécois qu'on peut connaître, je ne vois. J'en ai pas un en tête que j'ai l'impression qu'il joue vraiment, vraiment, vraiment un rôle. Ou du moins, tu sais, des fois, c'est juste amplifier un petit peu un côté de sa personnalité, etc. Peut-être, mais je veux dire, tu peux pas être non authentique, tu peux pas être en mode personnage en streamant, supposons, 7 jours semaine. Ça... Ou bravo s'il y a quelqu'un qui est capable de faire ça. Écoute, je te donne un Oscar ou c'est ça. quelque chose du genre, mais c'est sûr que les gens cachent certaines parties de leur vie autant dans le chat, autant que le streamer le fait, mais tu peux pas tout montrer non plus. Mais évidemment, comme dans n'importe quoi, tu as des gens totalement honnêtes tout le temps, puis tu as des gens hypocrites, puis ça, l'hypocrisie, c'est quelque chose de dur des fois à creuser parce que c'est facile. Tu sais, c'est pas un rôle, l'hypocrisie, là. C'est comme une action que tu peux faire. En tout cas, tu sais, on parle de lurker des fois. Tu arrives sur une chaîne, tu lurks, fait que la personne, si elle regarde la liste, elle peut savoir que tu es là, le streamer, mais les autres peuvent pas savoir. Puis je peux dire que j'ai déjà entendu des choses de certaines personnes, puis j'ai fait « Oh, ça paraît que certaines personnes ne sont pas là. » Puis tu sais, c'est sûr que moi, c'est des valeurs qui ne me rejoignent pas, là, mais tu sais, c'est un peu tannant, mais c'est juste que tu te rends compte qu'il n'y a rien de parfait dans la vie, il n'y a pas de communauté parfaite parce que c'est comme une réalité pas si loin que ça de la société, mais il reste qu'il y a des petits bulles, le fun, puis on s'y plaît bien. Je veux dire, faut pas se mentir non plus, tout le monde qui stream, les streamers et streameuses, on est conscient qu'on se fait regarder, on est là quand même pour donner un spectacle, entre guillemets, on est là, c'est ça, on est là pour entertain. Fait que cette réalité-là, normalement, la plupart des streameuses en sont conscients. On peut pas la nier. T'sais, de toute façon, si tu s'en vas sur un stream et que la personne est en train et dans un jeu, puis elle dit pas un mot, c'est rare que les gens vont rester.
Mhm. Mais si tu vois que la personne elle parle ou puis aussitôt que t'écris de quoi dans le chat, elle le voit, elle interagit avec toi, ça va te donner beaucoup plus envie de rester. Fait que tout le monde l'a déjà fait en commençant ou la part des gens, tu te parles tout seul. Il y a personne dans ton chat, mais il faut que tu parles pareil, il faut que tu... Fait que tu sais, oui, t'es conscient que t'entertaines, je veux dire, tu parles à personne. Ouais. Tu sais, ou des fois tu penses que tu parles à personne, mais les gens t'écoutent, c'est juste qu'il y a personne qui écrit nécessairement. Mais c'est ça, cette réalité-là est là quand même. Là. On peut pas, je veux dire, toi-même, hein, Scoop, tu m'as vu en vrai. Je suis pas Ouais. très, tu sais, je suis pas différent Non, énormément pas du tout. d'en stream, mais tu sais, en stream, je vais peut-être plus faire attention à comment je prononce mes mots. Je vais Mhm. faire plus attention à ce que je dis. Je vais faire plus attention à mes, je sais pas, mes opinions, je vais être conscient de la réalité Mhm. que il y a plusieurs personnes qui m'écoutent, qui me regardent. Là. En personne, je vais prononcer mes mots n'importe comment, je vais me perdre dans mes idées 40 000 fois plus, je vais... Des fois, Je trouvais que tu parlais mal, justement. Non, non. ouais, c'est ça. Hein. Ou tu sais, où je vais me taire dans mon coin puis je vais être silencieux, ça me dérange pas en personne, mais Parce que, ensuite, ensuite je peux pas me permettre de juste comme faire, bon, ça me tente plus de parler, j'arrête. ouais, non, c'est ça. Ben, en même temps, c'est pas vraiment, comme tu as dit, c'est la conscience, c'est pas l'image que tu veux donner. Tu sais, quand t'es en société, ben, tout le monde est comme, je vais te dire dans le même, là, mais les gens vont comprendre ce que je veux dire. Tu sais, t'es égal, là, je veux dire, tout le monde est là, tout le monde a le droit de participer, c'est comme go with the flow, le droit de parole, des choses comme ça. Tu sais, tu peux arrêter de parler si tu veux, t'es comme libre, là, genre, j'ai plus envie d'être ici, je me lève, puis je m'en vais, là, tu sais, toi, t'as Mhm. plus envie d'être sur le podcast, tu cliques sur elle, puis c'est fini, tu sais. Il y a comme un peu un certain pouvoir là-dessus que t'as quand même quand tu streams, sauf que t'es in charge, t'es en charge, fait que, tu sais, c'est comme toi, c'est comme si tu faisais un oratoire, tu faisais pas une présentation, mais c'est un peu ça. Fait que c'est un peu toi, les gens te regardent, puis évidemment, il y a le côté, on n'a pas le même moyen de communication, le chat te communique par Mhm. écrit, toi, c'est en vrai. Fait que c'est sûr que ça apporte comme une certaine dimension euh, pas, pas de pouvoir, mais tu sais, oui, un peu la personne est en pouvoir de sa chaîne, c'est elle comme la maître de tout ça, mais après ça, le but des communautés que toi et moi on fréquente, c'est que ce soit communautaire, agréable et accueillant, puis qu'il y ait une vibe agréable. Fait que, tu sais, nous, sur les chats qu'on fréquente, il y en a un X au centre de la table qu'on peut toucher si on n'est pas à l'aise. Là. Ouais. Puis tu sais, je vais pour faire un full circle, là, pour faire vraiment boucler la boucle. Tu sais, cette réalité-là, on la voit beaucoup dans les ce qu'on appelle les actual play, les parties de jeux de rôle Mm-hmm. enregistrées ou diffusées sur Twitch. Tu sais, j'en ai fait. Les aventureux ils ont un Twitch. Si vous voulez aller voir, ils diffusent encore souvent leurs parties sur Twitch. Puis ou en podcast, on les enregistrait puis on les diffusait en podcast. Euh, les, je serais pas pareil dans un jeu de rôle diffusé, que ce soit par podcast sur Twitch, que autour de ma table. Autour de ma table, des fois, je suis pas dedans, je suis pas tant focusé. On va Mm-hmm. déconner, on va faire des blagues. On quitte le jeu pendant 15 minutes, on fait juste niaiser, partir sur des blagues, déconner, puis après, on en retombe dedans. Si je stream une partie de jeu de rôle, je suis conscient qu'il y a des gens qui sont là pour regarder la partie. Fait que soit je vais être dedans. Tu sais, les moments plus dramatiques, je vais essayer de les rendre dramatiques. Les moments humoristiques, je vais m'arranger pour faire des bonnes blagues. Mm-hmm. Mais c'est pas le même esprit. Tu sais, je veux raconter une histoire, je veux que les gens trouvent ça intéressant, je veux que les gens s'amusent. Je veux quand même que mes joueurs et mes joueuses aient du plaisir. Exact. Ça reste ça le plus important, mais je suis conscient que je donne un show. Autour de ma table, j'ai pas souvent avec des amis, par exemple, j'ai pas de show à donner. Je veux dire, si ça me tente de dire des niaiseries, je vais dire des niaiseries. Si ça me Mm-hmm. tente de décrocher un petit peu, je me gênerai pas de décrocher. C'est pas du tout la même ambiance. C'est pas du tout la même chose. Euh, je fais des parties sur Twitch maintenant, des one-shots, des parties d'un soir avec les abonnés. Ça, je me donne le droit d'être plus casual, plus détendu, un petit peu plus comme si c'était une partie entre amis, qu'on peut blaguer un peu, mais je suis quand même
je sais que je veux finir de streamer à cette heure-là. Tu sais, c'est pas des amis chez nous. Fait que je sais qu'à cette heure-là, je vais avoir terminé. Fait que j'ai quand même conscience du temps. Fait, tu sais, il y a toutes ces choses-là qui viennent rentrer en jeu. Fait que c'est des dynamiques très différentes. C'est comme on en a pas parlé, mais juste jouer en personne à un jeu de rôle et jouer en ligne aussi, c'est des dynamiques. Ça change complètement la dynamique. Ça doit, c'est clair que c'est quelque chose que j'aimerais essayer. On verra. Peut-être que j'aimerais pas ça. Ça me surprendrait, mais peut-être que j'aimerais pas ça. Mais oui, c'est sûr que c'est pas la même chose là, comme un souper Zoom ou un souper en vrai. C'est ça. C'est pas la même chose. Là. Mais c'est ça, tu sais, dans les deux cas, les jeux de rôle et Twitch, les jeux de rôle sur Twitch, les jeux de rôle diffusés, c'est la réalité qu'on parlait d'être regardé et présente. Même si t'interagis pas nécessairement directement avec le chat. Ça dépend, il y en a qui réussissent à faire les deux en même temps, il y en a qui réussissent ou qui font même participer le chat d'une façon X ou Y. Mais même si t'interagis pas avec, t'es conscient que les gens sont là. Puis je fais ça, c'est plus facile, moi aussi, pour boucler la boucle sur ce sujet-là, c'est plus facile aussi d'être authentique dans des moments où ça va peut-être super bien ou que ça va moins bien quand t'es plus sur la ligne de ce que t'es normalement. Fait que, les waves de ça va bien, ça va moins bien sont plus proches de la ligne, tandis que quand tu joues un rôle, t'es décalé vraiment de ça. Fait que, tu sais, pour toi, tu te vois pas te montrer ou, tu sais, que ce soit quelqu'un, par exemple, là, je prends vraiment quelque chose de super trop classique, là, mais tu sais, des femmes ou des hommes qui, par exemple, se maquilleraient toujours beaucoup, mais ne se ressentent pas démaquillés. Tu sais, si on enlève le maquillage de tout le monde là demain matin, ben il y en a, j'ai vraiment l'impression qu'il y en a une couple qui aurait de la difficulté à sortir parce que comme mon Dieu, les gens au travail me voient toujours de telle façon. Fait que je trouve que c'est plus facile d'être toi-même quand tu te rapproches plus de ce que t'es, là. Fait que ça, je trouve ça bien. L'authenticité, je pense que c'est quelque chose que toi et moi, on partage, là. Oui. Puis ça, c'est bien là-dessus. Écoute, Étienne, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, là? C'est pas obligé d'être au niveau des jeux de rôle, ça peut être dans ta vie personnelle, peu importe. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Écoute, me souhaiter encore plein de beaux projets. J'en ai toujours trop. Je suis aussi, j'en ai pas parlé, mais je suis aussi organisateur de Grandeur Nature. Oui. Je suis, j'ai un projet de retourner au podcast avec un projet précis. Trop de projets. C'est l'histoire de ma vie. Il y en a qui partent, il y en a qui reviennent, il y en a qui aboutissent jamais, il y en a qui durent trop longtemps. Fait que c'est ça. Puis retour aux études pour moi, ça aurait pu être un sujet en soi, mais de refaire sa vie un petit peu. J'ai dépassé la trentaine, j'ai 31 ans et même si j'ai 2 bacs en poche, je retourne aux études et ça j'ai hâte. Ça j'ai très hâte. C'est un beau projet justement, un autre beau projet dans ma vie. Mais donc c'est ça. Du succès dans mes projets et dans mes études. Un beau souhait de jour de l'an. Je riais, mais je disais, c'est totalement vrai, puis je te le souhaite, mais c'est juste trop de se dire, ouais, je souhaite que les gens me souhaitent ça, puis tu sais, j'ai 31 ans aussi, puis fait que je te comprends, mais tu sais, ben oui, je te souhaite du succès là-dessus, puis justement pour ceux qui voudraient en savoir plus sur ton domaine d'études ou encore sur les grandeurs nature, c'est où qu'on peut te suivre, c'est où qu'on peut aller voir ce que tu fais. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, comme je disais tantôt, par Lord Caféine. N'hésitez pas à suivre les aventureux, hein, même si je ne suis plus avec eux. Vous pouvez quand même aller les voir, des personnes très sympathiques. Et sinon, en général, pour les grandeurs nature et création de jeux de rôle, comme je suis un peu designer de jeux de rôle également, vous pouvez retrouver sous le nom le Narratorium un peu partout. Donc, c'est pas mal ça. Pour le moment, je vous dirais que l'organisation GN, on arrive avec un beau gros projet, mais on a été très silencieux. La compagnie a été créée juste avant le COVID, donc c'était pas le meilleur moment pour faire des grandeurs nature. Ça a été un petit peu ralenti, là. C'est quoi les grandeurs nature? Ça se fait pas en ligne, là? C'est quoi? Ça se fait, il y en existe, mais c'est pas l'avenue qu'on voulait prendre. C'est cool. Ben écoute, Étienne, merci beaucoup du temps que tu nous as accordé. J'espère que ça va te donner le goût aux gens
d'essayer les jeux de rôle, puis peut-être d'aller en écouter sur ta chaîne Twitch, dis-je bien. Yes, j'espère bien. Merci à toi. Merci.